Bien, bonjour à tous, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de vous accueillir après avoir été pendant un an accueilli à Bordeaux. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, puisque je vois que beaucoup de nos amis bordelais sont là et je les remercie très sincèrement d'avoir fait le voyage. Je sais qu'il a été un peu compliqué par des retards de train et que d'autres vont venir, mais comme la journée est belle et chargée, je vous propose de commencer d'ores et déjà. J'ai eu donc la chance, l'honneur, le privilège cette année d'être titulaire de la chaire Gilles Deleuze, qui est donc organisée, financée par la Fondation Bordeaux Université, Métropole, Nature, Démocratie, tel était l'intitulé général de cette chaire, et pendant un an, j'ai eu donc le grand plaisir de participer à un projet dont justement le thème était le projet urbain. Et je voudrais dire d'un mot, j'ai déjà eu l'occasion à Bordeaux la fois dernière de dire combien cette expérience me fut profitable, combien elle l'a été précisément du fait de la fécondation, l'interfécondation entre la théorie et la pratique, entre l'histoire et l'urbanisme, la capacité qui m'a beaucoup impressionné de la Fondation Bordeaux Université à rassembler des acteurs de l'urbain autour d'un projet qui nous était commun. Et je pense que sur cette question, sur la question du projet urbain, nous avons, en tout cas je l'espère, bien travaillé. Si bien travaillé en somme que nous sommes dit qu'il pouvait être utile aujourd'hui d'achever cette année par une dernière table ronde autour de ce thème, le bon gouvernement du projet urbain. Par bon gouvernement, vous voyez peut-être un clin d'œil à des travaux que j'avais commis sur les sociétés anciennes, sur la société médiévale et en particulier sur la capacité qu'a eue la société médiévale à rendre visibles ses projets urbains. La fresque dite du bon gouvernement à Sienne, dans le palais public en 1338, le manifeste avec suffisamment d'éclat. Ce qui nous intéressait en somme avec Gilles Pinson, qui a organisé bien plus que moi cette journée et que je remercie très sincèrement pour cela, et il va s'en expliquer tout à l'heure, ce qui nous a intéressé, c'est au fond de montrer comment c'était les questions les plus techniques, en somme, du projet urbain qui étaient porteuses des enjeux politiques pour demain. Comme si, d'une certaine manière, cette distinction que l'on faisait et qu'un sociologue comme de l'urbain et de la gouvernance de l'urbain, comme Gilles dirait, weberienne, cette distinction entre la bureaucratie et le pouvoir, comme si, au fond, les historiens, comme je le suis ou je tente de l'être, des sociétés anciennes qui voient cette distinction peu à peu se constituer au Moyen-Âge, à partir du moment où des techniciens du fait urbain, qu'on va appeler précisément des ingénieurs, se constituent comme corps de l'État dans les cités italiennes dès le XIIe et XIIIe siècle, eh bien, ce face-à-face, ce vis-à-vis entre les techniciens et les décideurs, entre les experts et les politiques, eh bien, on peut le voir progressivement s'étrécir sous nos yeux. Et cette transformation des rapports politiques et techniques du point de vue des sciences politiques urbaines, c'est ce qui va donner lieu à une première salve d'intervention. Gilles Pinson, d'abord, professeur de sciences politiques et responsable scientifique du Forum urbain, va nous entretenir en forme d'introduction, en somme, de cette question, élu bureaucrate et ingénieur dans la gouvernance urbaine. Et ensuite, ce seront Jean-Yves Toussaint et architecte, sociologue urbaniste, et Sophie Vareille, enseignante-chercheuse à l'INSA de Lyon, qui nous entretiendront de ville et technique, observation en milieu d'ingénieurs. Tout cela
va nous amener à une première heure qui va s'achever par sans doute des questions de la salle, et puis une brève pause peut-être, et ensuite nous reprendrons en une table ronde politique, technique et administration dans la production et le gouvernement des villes, qui va avoir, je pense, la chance enfin en tout cas pour nous, de rassembler architecte Karim Basbous, élu local, Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, qui nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence, Bruno Schmitt, secrétaire général de Sistra, car il faut dire évidemment qu'une des spécificités de cette journée en particulier et de la Fondation Gilles Deleuze en général, c'est qu'elle met en contact et au dialogue des acteurs privés et publics du projet urbain. Et Loïc Van-Lorge, enfin historien à l'université de Marne-la-Vallée. J'aurai le plaisir avec Gilles Pinson de modérer cette table ronde, mais pour commencer, justement, j'ai grand plaisir à lui donner la parole et il va nous éclairer sur les intentions de cette journée. Merci Patrick, c'est très impressionnant pour moi, de petit professeur de province, de me voir propulsé dans ces lieux si prestigieux, donc je vais essayer d'être à peu près à la hauteur. Alors effectivement, ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette semi-journée d'études, c'est justement de réinterroger cette question, qui est une question qui a été posée très tôt dans l'histoire de la ville et de sa gestion, de sa gouvernance, et qui se repose aujourd'hui sans doute à nouveau frais, des rapports grosso modo entre les acteurs qui sont détenteurs d'un pouvoir ou d'une légitimité liés à des modes de désignation. Aujourd'hui, bien entendu, on pense à l'élection. Et puis, des acteurs qui interviennent fortement dans la gestion, la production de la ville, mais qui, eux, sont davantage détenteurs d'un savoir spécialisé, d'un savoir technique, de spécificité technique. Alors, je vous préviens tout de suite que moi, je suis professeur de sciences politiques et pas tellement historien, mais que je vais me risquer devant, prenant beaucoup de risques, devant Patrick et Loïc, à essayer d'historiciser un peu cette question des rapports entre ces différents types de savoir, de compétences et de pouvoir. Alors, il faut tout de suite dire que cette question de la bureaucratie, mais aussi la question du pouvoir technique, c'est une question qui obsède depuis assez longtemps les sciences sociales et notamment la science politique. Alors, pour essayer de donner un peu des définitions ou des éléments de cadrage, c'est bien entendu Max Weber qui, l'un des premiers, va parler de bureaucratie et notamment s'intéresse au processus qui fait que dans le monde occidental notamment, on assiste à une forme de dépersonnalisation du pouvoir, de dépatrimonialisation du pouvoir. Progressivement, l'exercice du pouvoir n'est plus l'affaire uniquement du bon plaisir du prince, mais de plus en plus cadré par des règles impersonnelles qui sont elles-mêmes créées, entretenues, modifiées par des acteurs spécialisés, recrutés selon des modalités spécifiques, sur la base de la maîtrise d'un certain nombre de compétences. Et progressivement, ces acteurs-là en viennent à incarner quasiment autant que les détenteurs d'un pouvoir politique l'État. Et finalement, l'État de droit a eu besoin pour naître de l'émergence de ces acteurs capables d'imposer de nouvelles logiques à l'exercice du pouvoir. Alors, dans la bouche de Max Weber, le terme de bureaucratie n'est pas un terme qui est aujourd'hui, comme il est aujourd'hui, connoté péjorativement. C'est tout simplement le constat de l'émergence d'une nouvelle forme de légitimité et l'émergence d'un groupe social à part, capable de résister pour partie au pouvoir politique et d'imposer ses propres logiques dans la gouvernance de l'État. Mais progressivement, bien entendu, on voit bien que ces acteurs-là, détenteurs d'un savoir spécifique, sont aussi détenteurs d'un pouvoir spécifique et que à certains égards, ils peuvent faire opposition au plaisir ou à la direction donnée par le prince. Les Anglais parlent à propos des fonctionnaires de but sayers, des gens qui disent mais pour cadrer notamment le pouvoir
de l'État. Alors, au départ, cette question n'est pas véritable. Le terme de bureaucratie n'a pas de charge péjorative, mais bien entendu, elle va le prendre avec les travaux de sociologie des organisations, et notamment les travaux de Michel Crozier, qui va écrire un bouquin célèbre sur le phénomène bureaucratique. Et dans l'esprit de Michel Crozier, la bureaucratie, le phénomène bureaucratique, c'est un phénomène très spécifique, d'émergence d'organisations qui ont des logiques propres, qui fonctionnent sur une logique de reproduction des routines, de répression des prises d'initiative, de l'innovation, et qui peuvent, à certains égards, opposer une résistance à un pouvoir qui s'exerce d'en haut, et notamment un pouvoir qui s'exerce à partir des élus. Donc, la bureaucratie finit par devenir cet ensemble de groupes sociaux qui peuvent faire obstacle au pouvoir politique. Et puis, alors que la question de la bureaucratie avait tendance, dans un premier temps, à ne recouvrir finalement que les acteurs détenteurs d'un savoir technique d'ordre juridique, avec l'extension de l'intervention de l'État dans des domaines de plus en plus techniques, avec le passage d'un pouvoir politique qui est essentiellement un gouvernement des hommes, à un pouvoir politique qui devient de plus en plus un gouvernement des choses, la question bureaucratique va devenir progressivement également la question technocratique, et vont rentrer dans ce champ de préoccupation le savoir des ingénieurs, notamment des ingénieurs d'État, ingénieurs civils, ingénieurs militaires, qui peuvent imposer leur vision, leurs préoccupations et leurs intérêts aux acteurs politiques. Je citerai ici que 2 travaux célèbres, l'ouvrage de Jean-Claude Teunic sur l'ère des technocrates qui portait sur les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'ouvrage de Philippe Simoneau sur les nucléocrates qui montrait comment on avait, malgré tous ces efforts pour repérer un moment séminal de décision politique donnant lieu au programme de nucléaire civil en France, on avait eu toujours du mal à repérer la décision initiale, et il l'expliquait sans doute parce que cette décision avait été plutôt prise dans des cercles des ingénieurs de l'État. Alors, les villes dans tout ça, me direz-vous, quel rapport entre la bureaucratie et la ville? Alors d'abord, premier élément, le phénomène bureaucratique est sans doute né pour partie dans les villes médiévales. Je parle sous le contrôle de Patrick Boucheron, mais les légistes du roi étaient avant tout, au départ en tout cas, des légistes opérant pour le compte des pouvoirs urbains, puisque c'est dans la ville, ce lieu où s'opposaient, coexistaient des groupes sociaux potentiellement opposés. Eh bien, il a fallu inventer des techniques, des codes, des formes de codification permettant de cadrer ces relations entre ces différents groupes sociaux. Donc, les villes, comme lieu de la coexistence, ont vu naître, ce pouvoir bureaucratique et ce phénomène bureaucratique. Et puis, ce en quoi il est intéressant d'intégrer la question des villes dans cette réflexion sur la bureaucratie et la technocratie, c'est le fait notamment que les villes ne sont pas uniquement des espaces politiques, ce sont aussi des espaces matériels constitués d'infrastructures, de réseaux, qui, pour leur conception, leur mise en œuvre et leur gestion, nécessitent la mise en œuvre de savoirs techniques. Et donc, par conséquent, presque naturellement, le pouvoir technique va s'imposer dans la gouvernance de la ville. Aujourd'hui, des sociologues nous disent, par exemple, que si l'on cherche à partir de quelles institutions ou comment est gouverné le Grand Paris, ils nous disent la gouvernance du Grand Paris, elle s'opère à travers la gestion des grands réseaux. Les grands réseaux que sont la RATP, la gestion des réseaux d'eau, d'assainissement, de voirie, etc. Donc le Grand Paris, d'une certaine manière, a existé avant la Société du Grand Paris ou même la métropole du Grand Paris à travers des grands machins que sont la FTRP, la RATP, etc., etc. Alors, ce que je vais vous proposer ici, c'est une thèse sur ce rapport entre pouvoir politique et pouvoir technique, une thèse qui est portée par une vision historique, alors qui est très personnelle, qui est très discutable, mais en tout cas, la question à laquelle je vais répondre, c'est comment les rapports entre ces pouvoirs techniques et les pouvoirs politiques ont évolué à partir, en gros, du second XXe siècle. Et ce que je vais essayer de développer comme idée, c'est que si, au départ, le pouvoir technique dans les villes françaises est extrêmement pesant, notamment au travers de ce que j'ai appelé le génie urbain d'État, c'est-à-dire en gros les grands corps contrôlés par l'État et agissant au nom de l'État, on a vu progressivement à partir des années 70 la montée en puissance de ce qu'on appelle dans le jargon des praticiens des politiques urbaines la maîtrise d'ouvrage public urbaine, c'est-à-dire une capacité des maires, des élus, à rentrer dans le contenu des politiques urbaines pour finalement dompter le pouvoir technique et le mettre au service d'un projet politique.
d'où la réintégration de cette question du projet urbain. Mais je verrai dans une troisième partie qu'aujourd'hui on est confronté à de nouveaux défis, liés notamment à la complexification juridique des contrats qui participent à la gestion de la ville, mais aussi à des thématiques notamment comme la thématique de la Smart City, et des défis aussi qui sont liés aussi à ce que moi j'ai pu observer en observant justement, en étudiant les projets urbains, des mécanismes de fusion entre ces mondes politiques et ces mondes techniques. Alors première séquence, le génie urbain d'État à la manœuvre. Alors, je vais commencer par la naissance de l'urbanisme, constitue, vous le savez, à peu près à la fin du 19e siècle, début du 20e. Ce qui est intéressant dans la naissance, quand on analyse la naissance de l'urbanisme à la fois comme pratique politique et comme discipline scientifique, c'est que contrairement à beaucoup de domaines d'expertise en France, cette expertise, elle est née du bas, à partir d'acteurs locaux, de praticiens locaux, ce que Jean-Pierre Godin, pardon, a appelé les hommes de l'art. Donc on a un ancrage local très fort, qui va contraster avec ce que je vais décrire après, de l'urbanisme, et néanmoins un poids des corps techniques très fort dans cette montée en puissance de l'urbanisme. Ce qui est intéressant quand on réfléchit à cette question de la naissance de l'urbanisme et du rapport politique-technique, c'est de regarder ce que Christian Topalov a appelé la nébuleuse de la réforme. En Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, la fin du XIXe siècle et le début du XXe sont marqués par une espèce d'opposition frontale entre des acteurs politiques, des mondes politiques jugés souvent corrompus, et des classes moyennes réformatrices, des classes moyennes philanthropes, qui veulent réformer, moraliser la gestion de la ville. Aux États-Unis, cette confrontation est très forte. Elle va donner lieu à ce qu'on appelle le mouvement de la réforme, le parti de la réforme, qui veut, en gros, bouter les machines politiques corrompues en dehors de la gestion des villes. Et à chaque fois, donc on va inventer, par exemple, aux États-Unis, la figure du city manager, c'est-à-dire qu'on ne place plus à la tête des villes des maires, mais des grands directeurs de généraux de services qui contrôlent très fortement la production des services urbains. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'urbanisme est né sur ce fond de croyances très fortes en la technique comme moyen de redresser la machine urbaine, de redresser les âmes qui vivent dans la ville. Donc, dès le départ, d'une certaine manière, l'urbanisme naît sous l'égide de la science et de la bureaucratie. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que, au départ, cette technique, cette science, elle émerge plutôt de manière un peu bottom-up. Elle fait des alliances avec les élus qui parviennent parfois à la contrôler, mais ce n'est pas une expertise qui est imposée top-down par un État central, comme, encore une fois, on va pouvoir le constater après la guerre. Et donc, on a à l'époque des alliances très fortes entre des élus locaux et des nouveaux professionnels de l'urbanisme, qui s'expriment notamment dans le cas du socialisme municipal. Comme vous le savez, cette phase, cet âge d'or, ce qu'on a appelé en socio-histoire l'âge des maires ou l'âge des mairies, prend fin aux alentours des années 30 avec des mouvements progressifs de recentralisation du contrôle de l'État sur l'urbanisme, avec notamment la répression des initiatives locales en matière notamment de développement économique par le Conseil d'État. Et puis, vous le savez peut-être aussi, mais les germes de la centralisation de l'urbanisme qui va advenir dans l'après-guerre sont déjà présents dans le régime de Vichy, puisque le régime de Vichy crée un ministère de la reconstruction immobilière et met en place ce qui va devenir le règlement national d'urbanisme, donc une volonté de recentraliser l'exercice de l'urbanisme. Donc on voit que la science, la bureaucratie, la technocratie sont très fortes, très présentes au départ dans l'émergence de l'urbanisme, mais selon des modalités d'un ancrage local très fort avec des alliances avec les élus. Mais les choses vont radicalement changer avec les 30 Glorieuses, puisque ici, ce sont davantage les ingénieurs d'État, notamment les ingénieurs des ponts et chaussées, qui vont très nettement rentrer dans la gouvernance de la ville, jusqu'à reléguer parfois à des rôles très secondaires les élus urbains. Et pour raconter tout ça, je m'appuie sur les travaux du Centre de sociologie des organisations, des plus anciens comme ceux de Pierre Grémion ou Jean-Claude Tonic, aux plus récents comme ceux d'Olivier Boraz. Alors, ce mouvement de centralisation, on peut l'observer au gré de la création d'un certain nombre de structures, d'institutions, d'organisations et de procédures. C'est notamment la création du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui, s'il laisse largement la bride sur le cou des pouvoirs locaux pour mettre en œuvre les politiques de reconstruction, va néanmoins mettre en place tout un système très centralisé
d'appel à projet et de financement, et mettre en place aussi les conditions d'une standardisation de la reconstruction de la ville. Bien entendu, avec la création de la procédure des UP, on a un degré encore supplémentaire de centralisation, alors via de la déconcentration, excusez-moi, puisque ce sont les préfets qui coordonnent au nom de l'État la mise en place de la politique des UP. Et donc on va encore plus loin dans la standardisation des solutions et dans la marginalisation des élus locaux. Et puis avec la création du ministère de l'équipement en 1966 qui permet de gérer la crise démographique des ingénieurs des ponts et chaussées post-décolonisation, eh bien, c'est les ingénieurs des ponts et chaussées qui, jusqu'à présent, se méfient un peu des villes, qui débarquent en ville et accentuent les logiques de standardisation, notamment à la question des équipements. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est que dans ce processus-là, on a des services techniques municipaux qui deviennent des auxiliaires des services de l'État, qui se déqualifient très nettement, et des services techniques locaux qui deviennent assez étrangers au monde de la politique locale. C'est-à-dire que les travaux portant sur cette époque montrent que les élus urbains désertent le champ des policies, des politiques publiques urbaines, considérant pour la plupart que c'est désormais l'affaire de l'État et qu'il n'y a pas à revenir là-dessus, qu'on soit d'ailleurs maire communiste ou maire gaulliste, et progressivement se créent des rapports d'étrangeté entre les services municipaux et les élus. Les élus s'occupant essentiellement du contrôle du fief, de la constitution de leurs poches électorales, et laissant à l'administration la production des politiques publiques. Et lorsqu'il y a une politisation de l'administration, c'est essentiellement à des fins clientélistes de maîtrise des postes électoraux pour se constituer des clientèles électorales. Donc là, on voit un processus où ce monde de la politique et ce monde de la technique deviennent assez étrangers, la technique s'occupant des policies, les élus s'occupant des politiques. Les choses vont changer, de mon point de vue, à partir des années 70. Bon, alors je confesse tomber avec d'autres dans ce mythe des années 70 comme mythe de refondation de la démocratie, notamment de la démocratie locale, mais enfin on a quand même un certain nombre d'éléments empiriques qui nous permettent de l'attester. Les années 70, c'est l'époque des luttes urbaines contre les premiers dysfonctionnements des grands ensembles, contre la rénovation bulldozer. C'est en France, mais aussi en Italie, en Angleterre, que j'ai pu étudier par ailleurs, l'émergence de nouvelles gauches urbaines, des gauches qui disent aux anciennes gauches, notamment travaillistes en Angleterre, gérer de manière, en bon père de famille, le welfare, c'est plus notre boulot, il faut qu'on politise la vie politique locale. L'école de Bologne en Italie montre une des villes capables de politiser l'urbanisme, et de politiser notamment la question de la reconquête du patrimoine architectural, pour en faire un outil de développement du logement accessible à tous. Vous connaissez le slogan des élections municipales, de la campagne des élections municipales de 77, changer la vie, changer la ville. C'est l'époque de l'Union de la gauche, c'est l'époque du PS d'Épinay dont on est en train aujourd'hui de célébrer l'enterrement. Mais en tout cas, il y a un vrai moment de politisation, de volonté de repolitisation de la vie municipale qui va se traduire notamment par une volonté de nouveaux élus de reprendre la main sur l'administration. Et ça n'est pas encore une fois que le cas de la France. Vous avez aussi en Angleterre des nouveaux élus travaillistes qui veulent reprendre le contrôle sur les politiques municipales, notamment au détriment de réseaux professionnels de fonctionnaires qui avaient mis la main sur cette politique. Bien entendu, tout ça est nourri par les ratés du génie urbain d'État, la sarcellite, les fortes interrogations qui saisissent le ministère de l'Équipement à l'époque sur la viabilité du phénomène de la solution des grands ensembles. Et tout ça va déboucher notamment en France sur la vague de 77, qui est pour moi une vraie rupture dans ces rapports entre politique et technique au niveau local, puisqu'on a de nouveaux maires qui arrivent, des maires qui vont devenir les grands maires célébrés aujourd'hui, les Edmond Hervé à Rennes, les Georges Frêche à Montpellier, les Jean-Marc Ayrault à Saint-Herblain, puis ensuite à Nantes, qui sont des maires militants, qui se sont frottés à cet activisme de la société civile qui bouillonnait dans les années 70, qui vont vouloir reprendre la main sur les politiques urbaines pour contester les politiques de l'État, et qui vont mettre à la tête des services des délégations des adjoints chefs de service. On ne connaissait pas ça jusqu'à présent, des adjoints qui prenaient leur délégation au sérieux. Et donc là, on a une véritable reconnexion du politique et de la technique. On a une reprise en main, alors qui est souvent difficile par les élus des
administrations municipales, qui va notamment se traduire par des réorganisations administratives visant à faire exploser les directions générales des services techniques qui étaient des pouvoirs dans l'État, enfin, dans l'État municipal pour le coup, et puis dans une politisation à usage interne de l'administration municipale, c'est-à-dire qu'on recrute des fonctionnaires sur des profils conformes politiquement, mais non pas dans un but clientéliste, mais dans un but de mettre en œuvre une politique qui correspond au projet politique de l'élu. Voilà. Et vous avez, comme je le dis, c'est une reprise en main difficile, vous avez des cas très compliqués, il y a des batailles épiques autour de cette époque, notamment dans ma bonne ville de Nantes, le combat épique pour construire le tramway, sur l'emprise réservée par les ingénieurs des ponts et chaussées pour construire une autoroute urbaine est-ouest. Alain Chénard, appuyé par un certain nombre de techniciens militants, vont lutter pied à pied contre l'administration d'État, les corps d'État et ce qui restait dans l'administration municipale d'alliés des corps de l'État pour imposer la solution du tramway, mais au prix d'une bataille extrêmement féroce. Alors, par la suite, le projet urbain, d'une certaine manière, alors il y a plein de définitions du projet urbain, je vais vous en proposer une, mais pour moi, est l'accomplissement ou l'aboutissement de cette reprise en main du technique par le politique. Alors, projet urbain a connu des définitions en pagaille. Moi, je considère qu'en gros, derrière le projet urbain, on peut mettre le projet urbain type Ariel Masbounji, pour ceux qui connaissent, mais on peut aussi mettre la planification stratégique, hein, cette idée qu'ont eue à une époque, dans les années 80, les villes, consistant à dire la planification, c'est pas uniquement fait pour faire des réserves foncières, c'est fait aussi pour donner une vocation politique, culturelle, économique à une ville. Alors l'idée, ça n'est plus uniquement de réserver des terrains, mais c'est de se dire, commencer à se dire dans un contexte de plus en plus concurrentiel, qu'est-ce qu'on est comme ville, qui voulons-nous être comme société, quel projet spécifique voulons-nous développer. Et la planification va servir à justement activer la société civile, mais aussi l'administration pour déboucher sur une identité et un projet politique. Alors ça passe aussi, 5 caractéristiques du projet urbain selon moi, le dépassement d'une approche générique et standardisante de l'urbanisme. Deuxième élément, considérer la ville comme une société à mobiliser, pas uniquement comme un espace à aménager, donc ce qui implique de repérer des acteurs, des groupes sociaux, de les mobiliser. Une approche interactionniste, itérative, incrémentaliste, alors excusez-moi pour la litanie de jargon politiste, délibérative et pragmatique de l'urbanisme et de la planification. C'est-à-dire qu'on considère qu'une fois qu'on a fait le plan, le débat, le travail commence. Hein, il n'est pas fini, il commence. Et un plan, ça se négocie, ça s'ajuste, etc. Quatrièmement, une volonté de dépasser les frontières transsectorielles, ça on connaît. Et puis cinquième élément, plus important pour nous, la réhabilitation du leadership politique dans la conduite des processus de politique urbaine. Tous les maires qui vous parleront de projet urbain vous diront la procédure, ça ne permet pas de fabriquer la ville qu'on veut fabriquer. Il faut mettre le projet avant tout. Christian de Villers disait si on s'était servi du plan d'occupation des sols pour faire Venise, on aurait fait une banlieue pavillonnaire. Donc l'idée, c'est de mettre l'idée avant la procédure. Alors, du coup, autour de cette vogue du projet, on va voir émerger une nouvelle génération d'élus, alors que moi j'ai appelé des leaders. Jean-Pierre Godin les a appelés les technotables. Je reviendrai sur la notion ensuite. Et pour ma part, je distingue des notables qu'on avait connus notamment dans les 30 Glorieuses, ces élus gérant plutôt le statu quo, parce que le statu quo leur était profitable sur le plan électoral. Dans les années 70, on voit émerger ce que j'avais appelé les professionnels de la politique, des gens qui ont grandi dans des mondes militants et qui ont permis à ces mondes militants d'accéder au pouvoir. Bon. Et qui sont devenus des professionnels dans l'accession au pouvoir. Les leaders, pour moi, c'est encore une troisième phase, une troisième définition des élus. Ce sont des élus qui, en gros, tirent leur légitimité autant de leur capacité à produire du projet, à produire une représentation de la société, que de leur capacité à fabriquer des clientèles électorales. Je dis souvent qu'aujourd'hui, pour qu'Alain Juppé soit réélu, peut-être qu'il n'est pas aussi important que dans les années 60 qu'il aille capter la clientèle des Portugais, la clientèle des francs-maçons, la clientèle des cathos charismatiques, la clientèle de tel ou tel groupe professionnel. Le plus important pour lui, c'est de faire les quais de la Garonne. Ça génère une espèce d'identification attrape-tout, et ça génère une identification à la ville, à ses réalisations majeures, et à son maire. On pourrait dire la même chose de Jean-Marc Ayrault, on pourrait dire la même chose de Gérard Collomb.
Il est peut-être moins rémunérateur pour ces élus-là d'aller passer leur samedi soir dans les clubs de boules dans les quartiers que de travailler sur un projet de positionnement, des projets urbains, et travailler un discours, un storytelling sur l'insertion de leur ville dans la compétition internationale. Et ces élus, ces leaders, sont des élus qui prennent le pas sur les pouvoirs techniques. Ils sont capables de dompter les services techniques et de les mettre à leur service. Mais en même temps, c'est ce que je vais voir dans la dernière partie, on voit progressivement émerger des mécanismes de fusion des pratiques et des identités de ces élus avec celles des techniciens qui sont eux-mêmes devenus plus politiques. Mais j'y reviendrai. Alors, arrêtons-nous aux années 2010. Disons que, voilà, dans ma lecture, ces leaders-là, cette figure du leader caractérise des maires comme Alain Juppé, Jean-Marc Ayrault, Gérard Collomb, etc. Et puis elle peut aussi correspondre à des figures comme, pourquoi pas, Nathalie Appéré à Rennes ou Johanna Roland à Nantes. Aujourd'hui, on est quand même dans une configuration un peu différente, qui repose à nouveau frais la question du rapport entre le politique et le technique. Alors pourquoi ? Alors, je vois plusieurs signes. D'abord, ce qui apparaît de plus en plus nettement, et peut-être que M. Etchegaray nous le dira, mais qu'on est aujourd'hui confronté à une action publique urbaine qui est elle-même confrontée à des modalités de plus en plus complexes de contractualisation avec les prestataires de services. On le voit avec les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, il faut une maîtrise d'ouvrage urbaine extrêmement pointue sur le plan juridique pour réussir à cadrer les contrats qu'on peut établir avec des prestataires qui vont vous gérer un stade, notamment, mais pourquoi pas aussi une université, etc. Donc, pour le dire rapidement, les villes ont mis 30 ans à se constituer une maîtrise d'ouvrage public urbaine permettant de tenir tête à la Générale des Eaux, à la Lyonnaise des Eaux, à Veolia. Maintenant, ils sont obligés de se réarmer pour construire une compétence technique, notamment juridique, pour gérer des contrats. Parce qu'il y a plein de choses trappes dans ces contrats de partenariat public-privé qui demandent une technicité qui pose des vrais défis pour les politiques urbaines. Alors, il y a un auteur anglais peu connu en France, qui n'a pas été traduit, qui s'appelle John Braithwaite, qui parle de regulatory capitalism. Il dit, moi, la thèse du néolibéralisme, de la dérégulation généralisée, j'y crois pas. Quand on regarde, il y a de plus en plus de dépenses publiques et il y a de plus en plus de règles de régulation. Et lui, il appelle ça un regulatory capitalism. On est dans un capitalisme régulatoire, ou régulateur, je ne sais pas comment le traduire, mais en gros, où les processus de politique publique sont menés dans le cadre de dispositifs légaux, juridiques, contractuels, de plus en plus complexes, qui ont tendance à favoriser des grandes organisations, des grandes boîtes, notamment de services urbains, qui sont capables de gérer ces complexités-là. Et ça pose des problèmes en retour aux villes qui ne sont pas forcément en mesure de recruter les juristes capables de tenir tête aux juristes de